Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi-Demi. Je suis Emna et avec Alain, j'ai fondé le site Quasi-Demi il y a 5 ans avec pour vocation de proposer des produits sains accessibles au plus grand nombre. À travers ce podcast, nous souhaitons démocratiser l'accès à ce mode de vie sain en interviewant différents experts dans tous les domaines possibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Gruau, fondateur d'Explora Project, une agence spécialiste du voyage nature responsable. Bienvenue Stanislas, de mon côté je suis hyper heureuse de t'accueillir dans le Quasi Talk aujourd'hui. Je t'ai découvert il y a quelques années via Justine Hutto qui avait posté un fabuleux voyage, je pense que c'était en Laponie si je me trompe pas ou quelque chose comme ça, où elle avait été voir les aurores boréales et puis suite à ça j'ai écouté un de tes podcasts et je me suis dit il faut absolument que je t'invite et donc très contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Stanislas s'il te plaît? Bien sûr, moi aussi je suis super content d'être là, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, je suis ravi de passer ce moment. Écoute, moi, je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 36 ans aujourd'hui. Je suis marié, j'ai 2 filles qui sont petites, qui ont 3 et 6 ans. Et je les mentionne parce qu'effectivement, en conséquence, ça a des implications sur l'organisation de ma vie, des inspirations aussi pour des produits chez Explora. Elles font partie du déclic qui m'a fait lancer Explora. Bref, il y a beaucoup d'éléments autour de la paternité aussi dans ce projet. Et j'ai été trader pendant 11 ans. D'abord à la BNP en trading d'actions, après en trading de matières premières agricoles. J'ai fait plusieurs capitales européennes. Et puis effectivement, à 30 ans, à la naissance de ma première fille, j'ai lancé Explora Project. C'était un projet passion. Et puis, j'ai envie de dire, le goût un peu de la compète et l'envie quand même de faire un business qui soit chouette m'a poussé à faire prendre à ce projet une trajectoire plus de start-up, à twister un peu le produit pour trouver un marché. Et donc, ça fait maintenant 4 ans. On est basé à Annecy, on est une petite trentaine. Ça se passe bien, même si on est dans un secteur qui est difficile. Donc, on se bagarre. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être sur mon X, comme on dit. Ouais, super parcours. Et qu'est-ce qui t'a fait? Parce que entre la carrière de trader et la carrière de start-upper, il y a un monde de différence. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment shifter? T'as eu un déclic où tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que je change. T'avais une vie, je suppose, assez confortable. T'as une vie aujourd'hui qui est plus roller coaster. C'est quoi tes impressions là-dessus? Déjà, le premier élément, c'est que je pense que j'étais pas complètement bien dans cette vie de trader. Peut-être ça explique pourquoi sauter de la branche ou lâcher la liane est plus facile. C'est quand déjà, cette liane de base, elle te plaît pas particulièrement. Et c'est surtout que je ne m'étais pas vraiment posé les réelles questions de pourquoi j'étais rentré dans cette vie-là de trader. J'étais rentré pour des mauvaises raisons, je pense. Quand on fait quelque chose pour des mauvaises raisons, effectivement, ça finit rarement bien. Et moi, j'étais rentré pour des raisons sociales, d'image sociale, des raisons financières. J'étais rentré très court-termiste et je me suis fait prendre dans, j'ai envie de dire, la petite roulette de la musaraigne qui ne s'arrête plus de pédaler pour aller plus vite et qui finit par potentiellement se casser la gueule si elle en sort pas. Voilà ce qui s'est passé. Après, les déclics, on aime beaucoup les déclics. C'est vrai qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de raconter les histoires quand il y a des déclics, des points un peu forts. Je le dis avec la naissance de ma fille, ça a été l'étincelle. Mais le vrai déclic, en fait, il est arrivé petit à petit. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien. Donc ça, c'est vraiment un sentiment, tu vois, on est de l'ordre de la santé mentale. Après, j'utilise ce terme-là. J'étais en contrôle de ce qui m'arrivait. J'étais bien. Je suis pas passé par des états limites ou des points de non-retour, mais je sentais en tout cas que la mécanique se mettait en place, que je me sentais de moins en moins bien dans ce boulot, que j'étais en train de devenir de plus en plus loin de mes émotions, que j'étais de plus en plus dur avec les gens qui m'approchaient, que j'étais de plus en plus court-termiste dans ma vision de mon futur, que j'avais beaucoup de mal à me projeter. Tu vois, que des signaux faibles qui te font dire qu'il y a un truc qui déconne, un truc lourd. Et quand j'analyse les sphères, c'était ni ma femme, ni mon désir d'être père qui était là, ni mes parents et mes sœurs qui m'accompagnaient dans mes projets, ni mes amis qui étaient toxiques, ni ma pratique du sport. Il restait qu'un truc, quoi. Grosso modo, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me repose les questions au fait, mais pourquoi je fais ce métier-là? Et quand j'ai redébobiné tout le fil, je me suis rendu compte que j'étais rentré pour des mauvaises raisons. Et donc la sortie m'a paru beaucoup plus facile. Et après, l'autre point, c'est pour quel projet? Et là, c'était une évidence. J'ai pas eu à construire la suite. C'est que en parallèle, pendant cette période-là, j'ai travaillé à nourrir le projet Explora pendant toutes ces années. Projet que j'avais depuis 2011 et ma traversée de la France en courant. Donc, ça remonte vraiment. T'as traversé la France en courant? Ouais, ça c'est un
Ça, c'est effectivement un délire. J'ai du mal à me rendre compte que c'est moi quand j'en parle maintenant. Et voir, j'ai un petit sentiment d'imposteur aujourd'hui quand j'en parle parce que je ne sais pas si je pourrais traverser la France en courant aujourd'hui. Et ça explique pourquoi je me suis aussi remis beaucoup à la course à pied il y a 6 mois. C'est que je voulais ne pas être l'imposteur de cette histoire-là Ouais. et du coup revenir au niveau que j'avais à l'époque à 23, 24 ans. Ouais, où j'ai traversé la France en courant. En combien de jours? En 15 jours. 15 jours. En 15 jours, je fais 1200 bornes, 1200 km. Lille-Nice, ça faisait environ 80 bornes par jour, 15 fois de suite, sans arrêt. Pourquoi? Pour le journée, quoi, pour le défi, parce que j'étais une période de ma vie où excessive dans le trading et donc excessive dans ma pratique du sport, excessive sur tous les plans. C'est difficile d'être excessif dans un plan de sa vie et d'être très modéré, mesuré dans les autres. Il y a évidemment des vases communicants, une porosité absolue dans toutes les sphères, je pense, de nos vies. On peut pas être un taré au boulot et avoir un comportement complètement normal avec sa famille et ses amis. Je pense que voilà, nous ne sommes qu'un. Et donc, effectivement, moi, ce 1 de l'époque, il était radical. Il était assez extrémiste dans ses choix, un peu bourrin pour résumer et donner un côté plus sympathique que radical. Et donc, je me suis dit, moi, j'adore la course à pied, c'est génial. J'ai envie d'avoir une vie un peu extraordinaire, un peu différente des autres. Vas-y, je vais essayer de battre leur corps à la traversée et de la France, je l'ai fait, c'était 18 jours, je l'ai fait en 15 et c'était hyper excitant. Et 3 jours après, il n'y avait pas de réseaux sociaux vraiment à l'époque, ou en tout cas, il y avait un peu de Facebook, donc j'ai pas fait de vidéos, donc j'ai des photos de copains et tout, mais c'est hyper à l'arrache par rapport au défi que j'ai fait. Et du coup, je l'ai pas du tout fait dans une dynamique de raconter, même une dynamique d'image sociale. C'était un truc pour moi, pour le défi, pour les copains, la famille. Je l'ai fait, fin de l'histoire. J'ai pris une semaine de vacances pour me reposer. Une semaine après, je retournais au boulot et j'ai refermé la boîte de ce défi-là pendant 10 ans. Et en fait, quand là, je refais des podcasts avec Explora, il y a des mecs qui me ressortent, mais au fait, c'est toi le gars qui a fait ça. Et donc, je suis allé redéterrer cette histoire-là. Mais effectivement, c'est ça qui m'a quand même, en parallèle du trading, maintenu dans un lien avec le dépassement de soi et l'aventure. Ok. Et Explora, l'idée t'est venue d'où? Parce que vous faites maintenant des voyages durables. Est-ce que ça a directement été ça? Ou est-ce qu'il y a eu un chemin progressif vers la construction d'Explora tel qu'on le connaît aujourd'hui? Écoute, effectivement, c'était le point de départ. À ce moment-là, je me suis dit, brique 1, on peut tous avoir une vie extraordinaire dans un laps de temps donné, malgré le fait qu'on soit tous des femmes et des hommes ordinaires. Et on peut avoir un moment d'extraordinaire. Moi, je l'ai vécu pendant ces 15 jours de cette traversée de la France en courant. Je suis revenu transformé, ça a changé ma vie. Phrase un peu bateau, mais c'est vraiment une réalité. Et du coup, je me suis dit, ce moment d'extraordinaire, j'aimerais bien être capable de le créer, de le multiplier et de l'offrir au maximum de gens possible. Et pour moi, quand j'avais analysé l'extraordinaire que j'avais vécu, c'était une capacité à être en pleine nature, dans le dépassement de soi, proche de ses émotions. Tu vois, je pleurais quasiment tous les jours dans cette traversée de la France, alors que je suis quelqu'un de très pudique, un peu loin de mes émotions. En tout cas, en parallèle, dans le boulot, j'étais avec une carapace en titane, tu vois, un gros bourrin, très dur. Il a pas de cœur. J'avais une emotional intelligence qui était et un affect qui était à 0. Tu vois, il était human oriented 0, performance oriented 100%. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans les rates de la boîte dans laquelle j'étais le bourrin trader qui s'en fout des émotions et de l'humain dans sa prise de décision. Et alors à côté, du coup, je craquais complètement dans cette pratique sportive à être à fleur de peau. Donc j'avais trouvé ça m'avait vraiment perturbé. Et je m'étais dit c'est fort, c'est riche. Et c'est en fait pendant cette période-là que j'ai l'impression d'être vraiment moi, de m'écouter, etc., de penser à ma vie, de m'autoriser. Et donc je me suis dit ok, cet ADN puissant, je veux le mettre dans des expériences pour d'autres personnes. Tout le monde m'avait dit que ça les avait inspirés en plus. Ce truc, j'avais reçu plein de Facebook Messenger de gens que je connaissais pas, j'en avais eu peut-être 400-500 et je m'étais dit ok, du coup les gens ont peut-être envie de le faire, il faut que j'aille poser la question aux gens, quelle est leur ligne Nice à eux. C'est peut-être pas la course à pied leur délire, c'est peut-être autre chose, mais ce moment extraordinaire, il sera fait de quoi? Et donc voilà, un peu d'A/B testing, des échanges par message, une étude de la junior entreprise de l'EDEC ou de l'ESSEC, je sais plus, qui avait fait quel est le voyage de votre vie que vous rêvez de faire, un panel et tout. Et à la fin, je m'étais dit en fait, ils veulent des aventures d'un point A à un point B sur la planète dans un laps de temps court, de quelques jours à 10-15 jours. Et je me suis dit, je vais créer une boîte qui organise ça, tu vois. C'était pas des voyages. D'ailleurs, la première tagline d'Explora de 2011-2012, sur mes petits cahiers, rien n'était déposé, mais c'était Life Changing Experience Agency, tu vois. Donc, un truc qui te change ta vie. C'est pas du voyage encore. Et après, effectivement, j'étais pris un peu dans la spirale du trading dans mes dernières années, beaucoup, beaucoup plus hard en responsabilité. J'ai lâché un peu le projet Explora quelques années. Et quand je l'ai repris, l'essor du voyage d'aventure était tel pendant toute cette période, ça avait explosé chez les anglo-saxons, c'était encore un peu timide en France. Je m'étais dit, en fait,
c'est du voyage d'aventure, ces expériences-là. Et voilà, on dit souvent qu'une start-up, c'est quand l'histoire d'un fondateur percute un marché en pleine croissance. Bah, mon histoire, tu vois, je te l'ai un peu partagée, c'est celle-là, et le marché en pleine croissance, c'est celui du marché du voyage d'aventure. Et donc, on a fait de ça en 2019 déjà des premiers produits d'aventure dans lesquels j'ai essayé de mettre tout ce que moi j'ai vécu dans cette traversée, tout l'émotionnel, tout storytelling, toute la proximité avec la nature. Et le côté durable est arrivé dans un second temps, pas au tout début du Parce projet. que c'était une demande des clients ou à un moment vous vous êtes dit on a envie de le faire parce que ça doit faire partie de notre ADN. Il y a trois choses. Un, le voyage d'aventure est le meilleur élève du secteur touristique en général ou du tourisme en général d'un point de vue durabilité. Parce que on va repopuler des espaces qui sont très loin des flux surtouristiques, parce qu'on est en pleine nature, hors des sentiers battus, etc. Donc on va pas emmener des gens sur la Croisette à Nice sur leurs serviettes, mais dans la Pampa où il y a personne, etc. Donc effectivement, ça c'est le premier point. On répartit les flux dans l'espace et on est sur des hébergements, des structures, des infrastructures qui sont light énergétiquement, tu vois, qui sont assez légères. Évidemment, la nuit à la Belle Étoile, c'est l'image où il y a rien, tu as besoin d'un hamac. Sans aller dans cet extrême-là, même des refuges, des cabanes non gardées, même des gîtes, etc. Si on les choisit correctement, c'est light. Et effectivement, après, dans les activités pratiquées, comme on est dans le dépassement de soi, proche de la nature et de l'environnement, on enlève le motorisé dans les activités. Donc, effectivement, comme on est proche de la nature, et de facto, on a des gens qui ont une tendance à vouloir aller moins loin pour faire ça et qui ont déjà une conscience écologique. Donc, effectivement, déjà, notre secteur est parmi les meilleurs élèves de base. Même sans conscience écologique, c'est un fait. Après, effectivement, moi, ma conscience écologique, au sortir des années de trading, elle était assez faiblarde. J'y avais été confronté parce que à l'époque, on avait déjà les matières premières sustainable et non sustainable en trading. C'est déjà une notion qu'on avait en tête. Donc, sustainable, c'était traçabilité de d'où vient ton blé, ton soja, en Amérique latine, est-ce qu'il est cultivé sur des terres green, sans pesticides, etc. Donc, il y avait déjà cette logique-là de traçabilité de où viennent les choses, mais c'était très business, tu vois. Pour moi, tu me disais le durable, je te dis, ah bah, c'est cool, je peux le vendre. C'était des chiffres. Bah, je peux le vendre 15% plus cher que le non durable. Ouais. Donc, c'est top. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment une logique financière. Et puis après, effectivement, je me suis associé, enfin, pas associé, mais j'ai fait rentrer en première salariée Camille, et qui avait une conscience écologique absolue, qui était en fait la première salariée Explora. Et entre elle et moi, on était dans deux mondes différents, quoi. Mais vraiment, on était complètement aux opposés, sauf qu'on se retrouvait sur la vision de faire partager des moments pleins d'émotions et puissants à tout le monde en pleine nature. Elle, quand j'ai fait le Skype pour la recruter, elle était guide de chien de traîneau, elle était musher dans le Grand Nord canadien. On a fait un Skype comme on a là tous les deux. Et en fait, moi, je l'ai fait de ma salle de marché. J'avais déjà posé ma DEM et en gros, mais j'étais encore, mais je devais encore un peu bosser. Je faisais un peu de présentiel. J'avais trouvé la fille qui allait me remplacer et machin. Et donc, j'étais un peu à déjà bosser sur mon projet. Donc, j'étais derrière moi, il y avait un mur d'écran où ça clignotait partout avec tous les marchés, les courbes et tout. Et elle était dans un tipi dans le Grand Nord canadien avec une peau de bête sur elle, une bougie, s'il te plaît, et une connexion, enfin une 3G qui était tellement pourrie que je voyais sa tête en 3 pixels. Donc en fait, je la voyais pas. Je voyais juste une couleur peau. Et je voyais à peu près qu'elle était plutôt châtain. Et puis je voyais qu'elle avait une veste bleue. C'est tout. Donc sa tête, c'était 3 couleurs. Et cette image-là, elle m'a frappé parce que je me suis dit, entre elle et moi, il y a un monde. Et ma vie d'après, il faut que ce soit entre nous deux, quoi. Voilà. Et donc en fait, il faut j'arrive à trouver qui elle est. Il faut que je lui explique qui je suis. Et entre nous deux, on va faire une vision de boîte qui sera cohérente. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc elle est arrivée en mode voilà, avec une conscience effectivement écologique importante. Elle m'a mis au niveau, j'ai envie de dire, des vrais défis de la planète assez vite. Et donc, on a construit des voyages plutôt locaux. Et le Covid est arrivé par-dessus, un an après, et a remis une couche, et c'est le dernier élément, a remis une couche communautaire, où là, effectivement, la communauté qu'on a beaucoup interrogée nous a remonté que le plus important dans une expérience de voyage n'était pas la destination, mais l'émotion, l'expérience, ce qu'on faisait, et qui avait peut-être pas besoin d'aller loin pour vivre fort. Et c'est finalement le tournant qu'on a pris en décidant d'arrêter de faire du long courrier. Et depuis, on reparlait après, continuer de mettre en fait la décarbonation du voyage au cœur de notre mission. Et votre premier voyage a eu lieu avant ou après le Covid du coup? Il a eu lieu avant, c'était des micro-aventures, puisque c'était un peu le terme de l'époque qu'on entend moins maintenant. Des micro-aventures en France de 3-4 jours. Le tout premier était un peu épique, c'était la traversée intégrale de l'Islande du nord au sud, que j'ai fait avec Camille d'ailleurs. C'était la première fois qu'on se voyait pour de vrai.
est arrivée en France et une semaine après, on est parti en Islande avec déjà des clients qu'on avait trouvés sur Facebook. On avait fait un vieux post Facebook. Donc la boîte n'existait pas. Ouais, c'était un POC, quoi. C'était Après, où elle vraiment venait d'être créée pour l'occasion. une bonne manière de tester. Mais c'était vraiment, voilà, on veut traverser l'Islande, on veut pas faire un voyage, on veut faire une expédition. On va emmener un vidéaste, on veut vivre des choses fortes, on va traverser cette île du nord au sud, cette île où on peut avoir les 4 saisons en une seule journée. Qui veut venir, quoi? On avait bredouillé un prix avec 5 lignes Excel et on est parti, en fait. Et on est parti et c'était fou. Et on s'est rendu compte des difficultés de ce métier, de la puissance des émotions vécues, du pouvoir de l'image, de la capacité à embarquer en racontant des histoires aussi et en donnant beaucoup de couleurs à ce qu'on avait vécu. Et puis ensuite, après ce voyage-là, effectivement, on a fait pas mal d'expériences en France. Le Covid est arrivé et là, on a pris j'ai envie de dire un tunnel de 18 mois, voire 24, d'expériences quasi exclusivement françaises, France, Suisse, Italie, mais en tout cas très très proche de la France. Ouais, et puis tu te rends compte en fait qu'il y a plein de belles choses à voir dans ton pays et il faut pas forcément faire des milliers de kilomètres pour voir des beaux paysages. Oui, et je spoil pas la fin de notre échange, mais oui, dans le temps 1, ça c'est la vision cible, tu vois, qui est top et on est tous d'accord sur ce constat. Et en fait, la vision 2, plus réaliste et qu'il faut pas occulter, c'est ouais, mais il n'y a pas de business dans le tourisme avec des paniers moyens de voyage en France. Bon, et bah du coup voilà, et donc en gros, et ça c'est la réalité financière, donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, une boîte qui a de l'impact, c'est une boîte qui dépose pas le bilan aussi, hein. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, il y a un moment, cette réalité-là, elle est revenue à nous assez rapidement. Ouais. Et donc ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, organiser un voyage en France pour vous, c'est pas forcément quelque chose qui est rentable parce que les paniers moyens sont pas suffisamment élevés. Donc c'est beaucoup de temps en termes d'organisation, etc. de votre côté. Mais derrière, il n'y a pas forcément de payback. Il n'y a pas de modèle financier pour nous ou pour n'importe quelle personne dans le voyage avec des paniers moyens en dessous de 1 000 euros. Donc, je dis la France parce qu'il est compliqué de vendre des paniers moyens de voyage en France à plus de 1 000 euros par personne. C'est pas évident, sauf une expérience effectivement exceptionnelle. Tu es sur une semaine, voire 10 jours, un truc de fou. Pourquoi pas? Tu vois, et tu peux te rapprocher. On a pas mal de projets autour de 7, 800, 900, voilà. Mais dans les grandes masses, si tu vends du une nuit sous les étoiles à 150 euros ou 200 euros, quand bien même tu ferais partir 20 à 30 personnes, ça ne marchera jamais, en fait. Et donc, ça marche pas. Donc, c'est intéressant parce que pendant toute cette période de Covid, si tu veux, il y a eu cette espèce de poésie. Le voyage est en train de se réécrire sous nos yeux. Ouais. Dans le malheur, il y a du bonheur. Grâce au Covid, on a réalisé que les Vosges, c'était magnifique. Chouette, le Massif central, oh grand Dieu, le Beaufortin. Et donc, on s'est dit, c'est génial, on a trouvé la solution. Et là, il y a 2 types d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont dit, cool, on fait que ça. Eux, ils sont tous morts. Et après, il y a des acteurs historiques qui le savaient déjà, qui n'avaient pas besoin de cette expérience-là et qui ont dit, bah, nous, on le fait aussi. Parce qu'à côté, on a du long courrier à Bali ou au Brésil ou machin, ou en Tanzanie, avec des paniers élevés qui financent ce business-là qui est grosso modo ou de l'acquise, ou à perte, ou un produit d'appel, ou de la communication externe pour pas nous faire taper dessus sur nos safaris en Tanzanie à côté, etc. Et donc là, si tu veux, en ce moment, les boîtes le réalisent. Qu'on me cite des boîtes des nouveaux acteurs qui ne font que du voyage local français, qui sont en croissance et qui sont rentables, qu'on me les mette en commentaire sur n'importe quelle plateforme sur laquelle ce podcast sera diffusé, en fait, il y en a pas, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, voilà, on est dans la richesse de cette thématique de l'économique et de l'écologique. Dans le travel, c'est hyper simple. Il y a un élément qui factorise ça, c'est le carbone que tu dépenses et le panier moyen de ton voyage. C'est simple. Il y a 2 KPI associés à ta performance sur ces 2 plans-là. Et donc, Explora, nous cherchons à avoir le meilleur mix pour arriver à transitionner vers, effectivement, je l'espère un jour, être la première agence de voyage d'aventure européenne sans avion. Pour l'instant, ça n'est pas complètement le cas. On a un bon 20% de notre catalogue avec des destinations, tu vois, qui sont accessibles qu'en avion. Et j'espère qu'à terme, on arrivera à les couper et à les remplacer par des relais de croissance plus locaux. Et en fait, c'est pas évident parce qu'en fait, il faut arriver à créer des nouveaux imaginaires. Ouais, il faut changer les habitudes aussi et pas forcément évident. Comment vous faites du coup quand vous décidez de créer un nouveau voyage? Vous allez systématiquement mesurer l'impact carbone du voyage via mesure du coût du transport, de l'endroit, des activités, etc. Et sur base de ça, vous regardez si c'est réaliste ou pas? Ouais. Donc effectivement, en mai 2020, on passait 4 heures par jour en visio, comme là, avec mon associé Alix, qui avait déjà monté une agence de voyage qui s'appelait Copine de voyage, que tu connais peut-être, qui fait du voyage féminin trentenaire. Et en fait,
On s'est dit pendant le Covid, ce qui est en train de se passer, on avait assez vite réalisé que ça pouvait être un séisme pour notre secteur, et on s'est dit on est trop tiède sur ce sujet du durable. On avait encore quelques expéditions long courrier. Il faut qu'on soit plus tranché. On a décidé d'arrêter le long courrier. On s'est dit qu'on allait transitionner vers le plus possible de no plane. On s'est dit qu'on allait regarder l'empreinte carbone au même enjeu que la rentabilité de l'entreprise ou que sa croissance. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'on ait une mesure claire, interne, fiable de l'empreinte carbone. Et puis après, en plus, on est passé première agence de voyage française à mission. On l'a mis dans nos statuts pour engager toute la boîte, les actionnaires, etc. autour de cette mission. En fait, donc en juin 2020, je prends contact avec Laura, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui, qui est docteur en écologie, appliquée aux mathématiques de l'université de Lyon. Et donc elle, en gros, jeune doctoresse, elle nous a construit un modèle interne de calcul de l'empreinte carbone de tous nos voyages depuis chez le participant jusqu'à son retour chez lui. Donc on ne prend pas que l'impact sur lequel on est responsable commercialement ou légalement, mais tout l'impact de si Explora n'existait pas et que le mec était resté chez lui à Paris ou à Bordeaux ou que sais-je, qu'est-ce qui se serait passé d'un point de vue carbone. Et tout ça, on l'a mis dans la moulinette et on l'a rendu dynamique et on le travaille pour chaque voyage avec des briques. C'est un protocole de calcul de l'empreinte carbone de nos expéditions qui est disponible en open source sur le site, dont les hypothèses sont aussi transparentes, dont les sources sont transparentes. Donc, quand tu bookes ton voyage, tu peux voir quelle va être l'empreinte carbone de ton voyage. Ouais. Ça, c'est super. Exactement. Alors, c'est moyenné sur les origines de départ des participants du groupe, parce que quand t'as pas encore réservé, tu peux pas savoir, quoi. Si toi t'habites en Corse, t'habites à Lyon, voilà. Donc c'est sur la base, on va dire, des participants précédents, mais donc sur une base quand même très franco-française aujourd'hui à 90%. Et donc effectivement, tu peux voir si ton voyage il a X kilos carbone par jour et par participant. Et comme ça parlait moins aux gens, on a ajouté en plus de ça une échelle de virtuosité carbone sous forme de petites feuilles. T'as une feuille, c'est moins bien que 2 feuilles, moins bien que 3 feuilles, 4 feuilles et 5 feuilles, c'est le top. Sachant que les accords de Paris, c'est un objectif entre 4 et 5 feuilles. C'est-à-dire qu'en gros, nos expéditions 4 et 5 feuilles respectent les accords de Paris sans compensation, sans planter des arbres qui vont mourir dans 6 mois en Malaisie. Tu vois. En gros, c'est vraiment sans rien faire, sans compensation. Donc ça, c'est le top. Après, quand tu es sur 1, 2 ou 3 feuilles, il faut compenser l'impact. Et ça, c'est ce qu'Explora, nous aussi, en tant qu'entreprise, on fait aussi. On neutralise le résiduel, mais ça n'est que la dernière roue du carrosse. Il faut bien le mettre dans l'ordre. Le plus important, c'est réduire en amont avant de rien changer et compenser. Et c'est vous qui compensez, c'est pas vos clients? Ouais, c'est nous qui compensons tout. Et aussi l'activité de l'entreprise, la data, etc. Donc on a fait passer par tout le cycle de calcul d'empreinte carbone de l'entreprise, etc. Et après, effectivement, on s'est posé la question d'engager les participants pour compenser, mais on préfère le faire financièrement et les engager sur des actions plutôt positives qui se bougent. Donc on essaie d'organiser des événements sur lesquels ils pourraient participer. Et à côté, du coup, on a créé Explora Care, une association d'utilité publique qui doit organiser ces événements. Et faut que ce soit à côté d'Explora et qu'il n'y ait pas de mélange de gens et que les gens n'aient pas l'impression de se dire c'est du market. Bref, donc on a essayé de faire des choses de manière assez transparente et simple à comprendre. Même si le gros muscle du travel, on peut dire ce qu'on veut, le gros muscle, c'est le transport. Voilà. Tout le reste, si je suis méchant, je dis que c'est des paillettes, voire c'est de la poudre aux yeux pour qu'on ne parle pas du gros sujet, qui est le transport. Ouais, donc clairement, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. La plupart de vos voyages sont du coup en train? On a aujourd'hui 93% de notre chiffre d'affaires qui vient de destinations, qui vient de voyages accessibles en train. Donc on a encore en gros, on va dire 10% de voyages uniquement accessibles en avion. Et donc ça, c'est cette partie-là qu'il faut couper. Dans l'idéal, ça, on coupe ça parce que quand ça n'est accessible qu'en avion, il n'y a rien à optimiser. Tu vois, le problème, il est la destination. Point. C'est la destination. Donc, je peux exclure la Corse sur laquelle on peut aller travailler du bateau, un ferry pas dégueu, un machin. Mais par contre, quand tu parles de Groenland, de Maroc, il n'y a pas trop de sujets. C'est effectivement le problème est la destination. Et à côté, il y a toute une autre brique qui est des destinations qui sont sur le papier accessibles en train et les gens prennent pas le train. Mais ça, j'ai envie de dire, on s'en dédouane pas. Tu vois, ça fait partie aussi de nos chantiers, de leur montrer que c'est faisable, de leur montrer qu'on peut aller voir des aurores boréales en train. Mais effectivement, si on leur dit pour 10 € de plus, on book tout ton voyage en avion, on s'occupe de tout, on va pas les aider à aller dans le bon sens. Et effectivement, il y a des initiatives comme il y en a plein, Molo ou Rail, qui montrent comment le voyage en train aujourd'hui, comment on le fait, comment on simplifie, comment
On passe d'une charge mentale de faut que je book mon transport à quelque chose de simple et d'actionnable qui te prend la main pour aller pour réserver le moyen de transport le plus bas carbone. Et il y a autre chose, un autre levier, c'est donc évidemment changer les imaginaires pour changer les destinations dont les gens ont envie et donc enlever la partie accessible par exemple uniquement en avion. Et le deuxième pan, pour faire changer l'avion au profit du train sur les destinations qui sont accessibles en train mais que les gens ne préfèrent parfois réserver en avion, c'est arriver à changer le moment du voyage. De pas se dire j'ai mon voyage aller, mon activité, mon voyage retour. Parce qu'en fait, si on raisonne comme ça, les gens ils benchmarkent 21 heures de train à 3 heures d'avion et ils disent j'ai perdu 18 heures dans ma vie et souvent j'ai en plus payé beaucoup plus cher. Donc je choisis l'avion. Malgré le fait, je sais, merde, c'est un impact carbone, je pense à autre chose. Ou j'essaie de pas y penser. Et donc là, effectivement, c'est compliqué, hein, parce que, si tu veux, c'est pas des choses sur lesquelles nous, on a la main. Les lignes de train européennes, elles sont en devenir, elles s'améliorent, mais elles sont un peu moisies, tu vois, dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose. Et le problème, c'est qu'on est sur un temps hyper long. Tu peux discuter avec les founders de Midnight Trains, des startups comme ça, qui sont en fait coude à coude avec les SNCF, Co, et qui essaient d'acheter des lignes de train. Ouais, ça met des années à bouger. Et ils te disent, en 2030, il y aura 3 lignes de plus, je te les donne. C'est une qui va à Rome, une qui va à Madrid-Barcelone, peut-être une qui va en Allemagne, c'est tout. Bon, bah, avec ça, on va pas, remplacer le voyage en avion européen avec ces 3 lignes. Et je parle de 2030. Donc, en gros, tu dois te dire, bon, bah, il faut faire avec ce qu'on a, qui est d'ailleurs toujours une bonne approche dans la vie, et pas en se disant, on changera quand le reste changera. On changera en deuxième. Non. Là, aujourd'hui, avec ce que j'ai, comment je fais? Et du coup, il faut effectivement essayer de dire, le voyage en train, c'est un voyage à étapes. Peut-être qu'aller voir les aurores boréales, ça peut commencer par faire un stop au Danemark, une nuit, un jour, visiter des trucs top au Danemark, puis après refaire un petit bonhomme de chemin pour aller vers le sud de la Suède, t'arrêter sur la côte, voir un truc de fou, arriver à Stockholm. Et là, en fait, t'as vu plein de trucs. Ton voyage dans le premier mindset n'avait pas commencé. Et dans le deuxième mindset, il a déjà commencé et t'as déjà vécu plein de choses. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à créer. Et ça prend un peu de temps. Effectivement, c'est du cousu humain et c'est moins scalable que je m'interface avec l'API de Skyscanner et puis en avant Guingamp, quoi. Tu penses pas que le fait qu'on puisse aujourd'hui compenser assez facilement justement ces émissions carbone liées à ces vols ou autres fait que y a toute une partie des gens qui se disent c'est pas grave, en fait, je vais prendre l'avion, je compense, au final l'impact que j'ai il va être neutre et donc je peux y aller, quoi. Non, alors moi à titre personnel j'y crois pas. Je sais que c'est très très utilisé par les acteurs historiques. Je me suis pris la tronche sur plusieurs plateaux de Téloche ou de BFM ou de en gros ou même de podcasts montés sous forme de duel ou de joute, tu vois, ou de débat et en fait le sujet est toujours le même. Donc on m'oppose ça en disant on compense, on vous a pas attendu pour ce sujet carbone, tu vois, c'est le grand truc en mode la vie a démarré avant que tu sois né, fiston. Je sais, en fait, je dis pas qu'on a inventé le voyage durable, c'est juste qu'en fait il y a personne qui a rien fait pour le scaler. Tout le monde est d'accord sur la théorie, mais personne fait rien en fait. Aujourd'hui, le seul élément qui est fait, c'est de la compensation carbone. Et la compensation carbone, donc là, en fait, c'est un autre sujet. Donc, le concept de la compensation carbone, et tu le sais, je sais que c'est une question rhétorique de ta part, c'est pas toi que je cherche à convaincre, mais c'est pour exprimer le concept. Je crée un problème tout de suite en prenant l'avion. Donc, le carbone, il est dans l'air au moment où j'ai pris mon avion. Je me rassure ma conscience parce que je suis quand même un follower de Bon Pote et de Yankovici que l'agence auprès de laquelle j'ai fait ça, elle a compensé, plus peut-être que moi j'ai arrondi à l'euro supérieur pour compenser. Enfin, aujourd'hui on voit n'importe quoi. Et du coup, je suis rassuré parce qu'ils ont un programme d'arbres peut-être dans le sud-ouest de l'Asie, j'en sais rien. Sauf qu'en fait, tu crées un problème tout de suite versus les gars vont planter des arbres en théorie ou donner de l'argent à des boîtes locales qui vont planter des arbres. Donc là-dessus, je dirais pas de bêtises sur les chiffres. J'ai entendu sur des podcasts qui parlaient de l'impact qu'il y avait la moitié des boîtes qui étaient déjà des filières bullshit dans les filières de plantation carbone. Et après, ça a été peut-être planté. Combien d'arbres il reste 25 ans après quand l'arbre sera à son plein potentiel de captation carbone? Alors, il y en a qui disent cette espèce-là, c'est pas 25 ans, c'est dans les 6 ans déjà, elle peut capter du carbone à la hauteur théorique maximale que je t'ai vendu en crédit. Tu vois, en fait, en gros, tu es dans une comptabilité folle. À la fin, on dit souvent que par grande région de la planète, moi j'ai entendu pas mal le chiffre dans les activistes climat qui disent qu'il y a 80% des euros qui sont filés sur ces programmes de compensation pour des arbres qui meurent. C'est devenu un tel business qu'il y a des plantations qui sont pas vivables. On n'arrive pas à faire tenir les arbres autant qu'on devrait. Donc il y a les graines, elles sont plantées, oui, et tu as payé l'arbre. Et à la fin,
il grandit pas, donc il prend pas le carbone que toi, tu as mis dans l'air X années plus tôt. Donc en gros, on marche sur la tête, si tu veux, on est en train de se rassurer de rouler un problème de plus en plus important. Donc je n'y crois pas une seule seconde. C'est exactement la même manière de gérer une startup et de se dire, oh purée, j'ai des coûts qui ont explosé ce mois-ci, je vais compenser par une, par une hausse de mes ventes dans 1 an ou 2 ans ou 5 ans ou 25 ans. Et à l'horizon de 25 ans, je serai à l'équilibre. Non mais là. Tu vas fermer ta boîte avant 25 ans, mon pote. C'est l'année prochaine si tu continues. Et c'est la même chose pour la planète. Je crois qu'il faut avoir vraiment cette idée-là en tête. Si on veut gérer la planète comme on gère sa boîte, on prend une action immédiate et pas avec un différé de 25 ans. Ouais, conclusion, il faut voyager durable directement et éviter d'aller se booker des voyages trop polluants. Et comme tu l'as mentionné, je pense que le transport je suis certaine, le transport est l'élément principal sur lequel on peut faire des efforts. Et la différence. Et juste un dernier truc pour ne pas paraître trop démago, parce qu'effectivement, ça c'est la partie facile, tu vois, de l'histoire, tout ce qu'on se dit là. En fait, l'autre truc, c'est qu'il y a une grande majorité de personnes, je parle pas de notre majorité perçue, de personnes qui écoutent ton podcast, suivent Explora Project, nous suivent sur les réseaux et savent qui est bon pote, tu vois. Je te parle pas de ceux-là, parce que ceux-là, ils sont faciles à convaincre. Et en gros, les 20 minutes qu'on a déjà passées, ils sont probablement d'accord avec ça. Le problème, c'est que, en proportion, une écrasante majorité de personnes veut se barrer à l'autre bout du monde en France pour des vacances. C'est ça la vraie vie, en fait, dans le tourisme. Et donc, eux, ils en ont rien à foutre, en fait, de ton bivouac dans le Beaufortin, enfin, du mien, en l'occurrence. Du coup, en fait, ils veulent aller à Bali et ils veulent du pas cher, en fait. Et entre mon bivouac dans le Beaufortin et ces gars-là, il y a un monde. Et le problème, c'est que on peut pas se dire ils ont tort, tant pis, parce que le tourisme, c'est eux, en fait. C'est eux. Et donc, il faut arriver à aller leur parler et à aller trouver des produits qui sont acceptables. Et c'est pour ça que la France locale comme réponse au tout tourisme, c'est pas possible, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, on doit travailler pour nous sur l'Europe. Après, c'est où tu mets la frontière. Nous, on la met chez Explora sur l'Europe continentale. On se dit, oui, les Européens ont énormément de choses à faire dans notre macro-espace européen. On n'a pas dit que tu devais rester dans le Cantal ou dans la forêt de Fontainebleau jusqu'à la fin de ta vie. En Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le monde, il y a plein de choses à faire. Et peut-être que moi, j'irai avec mes filles leur montrer les US en famille, tu vois, qu'on ira voir l'Amérique latine ou autre et qu'on prendra un long courrier quelques fois dans notre vie. Mais c'est différent de le faire à titre perso et de faire un business qui cherche la croissance, qui engage, qui paye des frais market pour pousser les gens à faire des voyages. Ça, je ne peux pas le faire sur de longs courriers ou sur des choses qui sont pas sustainable pour la planète. Par contre, à titre perso, le faire 1 ou 2 fois, je mets pas ça dans le même, tu vois, je mets pas ça dans le même bucket, quoi. Mais là, voilà. Donc nous, effectivement, on a pris le parti de se dire notre nouveau possible, il doit être européen et il doit être le plus possible avec des moyens de transport bas carbone. Et donc, ça veut dire se couper de choses en long courrier qu'on ne fera jamais dans le cadre de notre boîte. Et donc, tous ceux qui nous disent le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Yukon, le Canada, les Grands Lacs, c'est un truc de ouf. Je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas créer une boîte qui scale et qui aide les gens à le faire en volume et en masse parce que la planète ne peut pas se le permettre. Mais c'est sûrement magnifique. Peut-être d'ailleurs moi qu'un jour dans ma vie, j'irai y voir ça parce que j'y suis jamais encore allé. Peut-être, mais je mets pas ça sur le même plan. Par contre, sur un truc de volume, on essaie d'être sur ce que la planète peut nous offrir. Donc c'est en gros le parti pris qu'on a. Donc on n'est pas assez radical pour les activistes parce qu'ils disent mais vous avez de l'avion. Et on est trop green pour les acteurs du tourisme historique qui nous disent les mecs vous mettez des contraintes, vous dites que le tourisme maintenant ça doit être que l'Europe continentale et les mecs ils transpirent quoi, donc ils m'éclatent, donc arrête de parler, tu connais rien au tourisme, on t'a pas attendu pour réfléchir green. Il y a qu'à lire certains commentaires, tu vois l'âge des gens, malheureusement c'est caricatural mais c'est générationnel ce sujet, donc je caricature le truc mais c'est sûr que quand tu regardes les commentaires LinkedIn, c'est hyper parlant, quoi. Hein. Tu vois tout de suite ces deux classes qui tu s'opposent. sens que c'est des sujets où ça peut vite devenir chaud, quoi. Bah, il y a beaucoup à perdre. Pour la planète, pour les uns, pour le business, pour les autres. Ouais, clairement. Et du coup, là, maintenant, le best-seller dans vos voyages ou l'exemple, le type du type de voyage qui se vend le mieux, c'est quoi? On a beaucoup, cause ou conséquence du catalogue. Je fais juste une digression promis courte. En fait, dans le tourisme, pourquoi est-ce que je pense qu'on a une responsabilité? J'ai dit tout à l'heure, le problème, ce sont ces gens-là qui sortent leur carte et qui partent à Bali et qui associent le voyage à loin. Ils ont raison parce qu'en fait, le voyage, ça doit être dans le dépaysement visuel. Donc effectivement, quand tu es dans un endroit où tu as la même végétation, la même faune
que là où tu habites, tu te sens moins transporté. Ouais, tu veux déconnecter, quoi. Donc c'est pour ça que quand tu arrives dans le Grand Nord, dans le désert, t'as plus de repères parce que tu n'habites pas dans ces environnements-là. Et donc, effectivement, ton cerveau a moins de repères et donc tu construis des nouvelles histoires, des nouveaux imaginaires et donc beaucoup plus facile de tourner la page et de te vider l'esprit. Mais le but est d'arriver à compenser une partie de ça par l'expérience. Expérience tellement puissante que j'ai vécu un truc fort là entre nous et donc le lieu, ou en tout cas l'endroit sur la planète a moins d'importance. Donc effectivement, on va travailler l'expérience et donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, le voyage, c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire qu'en gros, les gens achètent ce que tu offres. Et donc, c'est pas je le mets en ligne jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui achètent et puis quand il y aura plus personne qui m'achètera ce produit, je l'enlèverai. Non, mais les gens l'achètent parce que tu l'as mis en ligne. C'est comme ça, c'est un marché de l'offre. En gros, tu as tout ton catalogue se vend dans des proportions un peu différentes, mais tout ton catalogue se vend. Donc, si tu veux changer la demande, il faut que tu changes l'offre. Voilà, moi, j'en suis persuadé. Donc, en gros, les agences ont un rôle d'acteur, un rôle moteur dans cette transition-là. C'est pas juste eux, ils ont tort d'acheter Bali. Arrête de proposer Bali, propose une alternative qui soit expérientiellement forte et sur lesquelles les gens arriveront à se projeter. Et ils achèteront peut-être les Pouilles, les Dolomites, le Grand Nord dans le Sarek suédois à la place si tu leur racontes quelque chose. Et donc, c'est moins facile parce qu'avant, les destinations seules, elles suffisaient. L'image de voyage privé au turquoise avec le ponton, la paillote, bam, ça suffit. Il n'y a rien besoin de raconter, je veux y aller. Alors oui, quand tu montres un endroit où il fait froid, les Dolomites avec des pentes vertigineuses, il faut arriver à dire pour une expérience de dépassement de soi, en escalade, en via ferrata, viens vivre des émotions fortes, viens apprendre ça. Il faut rajouter. C'est plus dur. Et heureusement, parce que c'est pour ça qu'on existe. Et donc, tout ça pour dire que on a cherché à pousser des imaginaires différents et donc oui, à beaucoup insister sur des expériences fortes en émotions et donc des disciplines qui le permettent. Donc l'alpinisme, par exemple, fonctionne très bien chez nous et a toujours fonctionné. Donc des expériences comme mon premier 4000, des initiations à l'alpinisme et la satisfaction d'avoir fait un sommet, la vue de toute la région dans laquelle tu habites sous un angle différent, peut-être avec le même angle que celui que tu peux voir quand tu es en avion. Ah putain, mais t'es pas en avion. Et donc en gros, ça c'est cool. Parce que c'est toi qui y es allé, c'est toi qui montais cet endroit-là, t'es au-dessus des nuages. Et moi j'aime bien cette image-là parce qu'effectivement, c'est cette espèce de côté waouh quand t'es dans l'avion, ciel bleu immaculé parce que t'es au-dessus des nuages. Parfois tu vois un peu la terre du bas. Ça tu l'as quand tu fais de l'alpi. Donc cet imaginaire-là, on peut le recréer, tu vois, autrement et de manière très très bas carbone avec tes petits crampons et ton piolet. Et en étant fier de toi en plus. T'es pas fier de toi quand t'as pris un vol à 90 balles, c'est EasyJet. Ouais, ça c'est sûr. Donc premier 4000 pour répondre, les expériences d'alpinisme, les expériences de bateau, mon premier quart de nuit, confrontation aux éléments, je suis responsable d'autres personnes qui sont en train de dormir à l'intérieur et moi je tiens la barre de nuit parce que j'ai appris ce matin comment le faire et donc je suis en éveil, en puissance, au contact des éléments mais tout petit. Voilà, il y a un truc qui te bouscule pas mal, en responsabilité d'autres personnes. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent. C'est très reposant et poétique. Donc voilà, beaucoup de choses se mêlent et peu importe où tu es. Ça marche en baie de Marseille, il n'y a pas besoin d'être, tu vois, d'être au Cap Horn. Et puis après, des expériences d'aurore boréale, effectivement, sont toujours puissantes, avec un gros travail à faire sur faire prendre le train aux gens pour y aller, mais qui est toujours, pour le coup, hyper puissante. Des expériences de premier bivouac, sous les étoiles, en famille, voilà, où, effectivement, ce sont parmi les expériences qui fonctionnent le mieux. Et c'est parfois des voyages en groupe, mais tu peux aussi partir juste avec ta famille. Explora fait du voyage de groupe, donc en gros exclusivement. Donc c'est des groupes par contre qui sont des petits groupes pour garantir une expérience qui soit chouette. Quand tu dis petit, c'est quoi? Ouais, c'est quoi comme taille? Alors, le plus petit ça doit être 4, ça dépend des disciplines et des programmes. 4 pour de l'alpinisme, voire même 3 parfois, où tu peux être que 3 sur une cordée pour un massif spécifique, jusqu'à 12, jusqu'à peu, c'était 12 personnes le max sur des initiations au bivouac ou du trek un peu simple en France. Usuellement, la taille moyenne, c'est plutôt 8. Voilà, 8. Donc, ça veut dire qu'en gros, les gens, ils s'inscrivent souvent ou tout seul. Il y a une proportion qui s'inscrit tout seul, mais souvent, tu as à 2. Donc, en gros, tu as 3-4 couples ou 2 potes et 3 couples ou une famille de 4 et 2 couples, tu vois, en gros. Et effectivement, récemment, on a beaucoup travaillé l'offre famille en parallèle, puisque c'était pas dans l'essence du projet initial. On était plutôt sur des solos adultes trentenaires. La personne que j'étais j'étais pas solo, j'étais en couple, mais sans enfant à cette époque. Et là, on a travaillé des projets plus famille grâce au Covid. Ouais. Le Covid nous a fait sentir que les familles étaient un peu en détresse pour trouver quelque chose à faire dans cet été ou ces 2 étés où les clubs, les hôtels, machin étaient fermés. Ils savaient pas quoi faire et elles pouvaient pas se barrer loin. Donc ça, c'est cool parce que ça a fait progresser en fait dans un sens
le marché du voyage d'aventure et de l'expérience de plusieurs années en quelques mois seulement. Un des côtés positifs dans le raz-de-marée de ce Covid. Ouais, non, ça c'est sûr. Et uniquement des voyages aventure ou vous organisez aussi des city trips ou d'autres types de voyages? Non, on fait pas de city trip, on fait vraiment que du voyage d'aventure. On a vraiment démarré même avec de l'exploration et de l'expédition pure et dure. La marque, elle s'est construite là-dessus, hein, sur des expéditions. On parle d'ailleurs d'expédition chez nous et d'aventure en famille. Pour les familles, on a gardé aventure parce qu'expédition, ça faisait un peu flipper. Et tout l'univers de l'expédition, de l'expedition crew, de quelle nationalité dans ton groupe d'expédition, de le matériel, le groupe qui se parle sur des channels privés. Voilà, c'est les explorateurs, le machin, on va faire ça. Donc cet univers-là, il est vraiment fort dans la marque. Et donc on est de l'aventure, le city trip, etc. On le fait pas du tout. La seule ouverture à laquelle je pourrais te répondre, c'est que dans ce nouveau travail de redesigner une manière de voyager en train, effectivement, parfois tu passes par des régions et par des stops qui sont dans des villes. Ouais, par les grandes villes, ouais. Par des grandes villes pour faire des étapes parce que c'est les hubs ferrés de lignes grande vitesse en Europe. Donc là, on va pas les réinventer. Et donc après, c'est quelles expériences Explora tu fais vivre dans ces endroits-là. La ville autrement, avec un autre regard qui soit effectivement éco-responsable, expérientiel. Donc il y aura peut-être des touches de city trip au service d'une aventure et d'une expédition bas carbone du coup. Ok, très bien. Et toi, ton prochain voyage, c'est quoi du coup? Ouais, c'est une bonne question. Donc là, on est. T'arrives à prendre un peu de vacances? Alors j'ai les vacances scolaires, ouais. rythme auquel tous les parents sont un peu. On est un peu imposé ces rythmes-là. Prochain voyage, on est allé tester en famille en février notre nouveau concept de Family Base Camp, donc un camp de base. Un lieu un peu fixe qui était un peu différent du voyage en itinérance qu'on a beaucoup fait jusqu'à aujourd'hui. Un camp de base fixe, un gros chalet rustique avec des guides qui viennent, des activités pour tout le monde, une espèce de réinventer le concept de voyage familial avec le meilleur du Club Med, mais sans le moins bon du Club Med, avec tout l'ADN d'Explora dans un lieu fort. Parce que pour moi, ça fait depuis les années 70-80 que le concept de voyage en famille n'a pas vraiment été réinventé. Ça s'est fait par les clubs qui sont devenus des produits de masse ou des produits franchement avec une expérience pas ouf, ou des produits premium ultra chers, comme Club Med, qui est quand même les yeux de la tête. Et du coup, on n'avait rien entre les deux. Donc nous, on était allé tester ça en février, c'était top. On va peut-être retester ça sur la version été d'Explora en famille. Donc du coup, ce serait dans le massif du Beaufortin, dans les Alpes. Peut-être un petit tour sur l'île de Ré. Ouais, on va rester très France. Et puis, on est aussi en train d'essayer de regarder pour faire un road trip de 2 semaines en Europe. J'ai des touches avec des boîtes de vannes électriques pour faire un tour de van en famille, peut-être sur Côte Basque, la Galice, etc. On regarde comment faire. On a envie de mettre de l'aventure pour nos filles aussi, de mettre de l'aventure dans leur vie, de l'inconfort et une autre manière de considérer les vacances sans leur faire perdre des points de repère qu'elles connaissent et donc des moments forts dans leurs vacances qu'elles ont toujours connus chez ou les grands-parents ou machin. On essaie d'avoir ces temps-là, mais aussi on essaie d'avoir une zone de non-droit où on fait des trucs qu'elles ne connaissaient pas dans leur tête à 3 et 6 ans et qui sont des découvertes absolues de ah bon, on peut dormir dans un camion, ah oui, on peut traverser l'Europe, on peut voilà. Et donc on essaye de leur mettre un peu ce côté-là. Et donc effectivement, pas d'aventure lointaine prévue pour l'instant, assez local. Ouais, ça a l'air sympa en tout cas. On arrive au bout du podcast. On termine souvent nos podcasts par un petit jeu et on laisse les invités choisir entre 2 mots. Faut que tu choisisses celui qui te parle le plus. T'es prêt? Ouais, je suis carrément prêt. Tofu ou tempeh? Tofu. Et je dois expliquer ou que dalle? Tu peux expliquer si tu veux, t'es pas obligé. Alors, moi déjà, je suis très naze en bonne bouffe. Tu vois, je m'alimente mal. J'ai pas fait cette transition dans la bouffe autant que les gens autour de moi. Je vais t'offrir une adhésion quasi demi à la fin du call. À fond. Et du coup, je suis en train de transitionner pour la performance sportive. Tu vois, c'est un des axes, le fait de devoir consommer moins de viande, qui est, tout le monde me le dit, je le sais, il faut que je réduise ma consommation de viande. Et par le bas aussi, parce que mes filles sont végétariennes par moment, avec des influences de l'école, de la souffrance animale, tu vois, des choses très basiques qu'un enfant peut te dire. Et du coup, il a pleuré le cochon quand on l'a tué pour manger ça. T'es face à ton assiette, franchement, peut-être qu'il fallait juste que ma fille me le dise les yeux avec la larme à l'œil pour que je réalise le problème, en fait. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, tout ça fait que je suis en train de transitionner, je sais que je pars de loin, et le tofu, le tempeh, je sais à peine ce que c'est, donc tu vois, j'en suis loin. Le tofu, effectivement, je vois que ça peut remplacer des lardons un peu fumés dans des plats, donc assez vite, je me le suis approprié. Super. Bon, la prochaine, je pense que je connais la réponse. Ciné ou rando? Rando. Je suis pas allé au ciné depuis des années. C'est facile. Vraiment des années. Smoothie ou latte?
smoothie, mais sans grande conviction. Ouais, moi je suis un type assez basique. Tu sais, je bois de l'eau, de la bière quand je veux célébrer un truc. Je suis très basique. J'ai pas de truc fancy. Si on me prend un café, il est noir. J'ai pas de boisson, de trucs un peu. Je suis assez basique. Ouais. Ok, mais tu réponds à la question suivante, qui est bière belge ou kombucha? Bon, kombucha, je sais que c'est un. Mais franchement, oh là là, ça me confronte à mon inculture sur kombucha. Franchement, tu dois tester. C'est une boisson qui est, c'est un thé fermenté en fait. C'est délicieux. Tu dois tester. Bon, c'est au mot fermenté que je m'étais arrêté. Peut-être que là, je me dis, ouah, ça sent le gazon, cette affaire. non, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, je me note ça. Ville ou nature? Ah, nature. Ouais, nature. Nature, mais par contre, on est tous un peu ambivalents. Et par contre, j'adore dans la ville la capacité à connecter au social très rapidement et facilement. Dans les vies qu'on peut avoir, avec des logistiques d'enfants en bas âge, beaucoup de professionnels, et ben, en pleine nature et en campagne, beaucoup moins facile de connecter. Et je trouve que sur le fil, tu as tendance à t'isoler un peu. Et c'est moins facile. Donc la ville a quand même des aspects a quand même ces bons aspects-là. Lève-tôt ou couche-tard? Couche très tard. En plus, j'ai une petite montre je suis ça. Hein. Par exemple, hier, est-ce que je me suis couché tard hier pour moi? Pas particulièrement, mais tu vois, j'ai dormi 5h50, je me suis couché à 1h30 et je me suis réveillé à 7h. Ouais, donc t'es un lève-tôt couche-tard, quoi. Donc des nuits courtes. Je suis un couche-tard parce que je bosse ou je suis pas un couche-tard pour du divertissement ou pour des soirées parce que j'ai beaucoup de trucs à faire le soir et que c'est la phase quand les filles sont couchées où je peux taffer en fait. T'es au calme, ouais. Donc du coup, effectivement, le 22, 1h du mat, moi je suis avec mon ordi, tu vois, dans le lit. Ça doit faire rêver personne, mais ça tombe bien, je ne suis pas un cœur à prendre. Mais effectivement, ouais, je taffe le soir et le matin, bah papa, on peut prendre un bol de céréales, papa jus d'orange, maman on se lève, bah c'est le débarquement à 7h. Whether you like it or not. Super, un tout grand merci. C'était une dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut booker maintenant un voyage? Je suppose qu'il y a le site internet exploraproject.com. Explora-project.com. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question tellement c'est plutôt comment nous rater. Il faut juste se souvenir d'Explora et vous pouvez mettre ça sur Google, Insta, LinkedIn, Facebook, TikTok. Voilà. Et si vous vous souvenez que de mon nom, vous regardez dans mes bios, Stan Gruot, dans les bios que j'ai sur tous ces réseaux et vous allez tomber sur Explora de manière directe. Voilà, on ne peut pas nous rater. C'est bien là notre but pour essayer de partager une autre vision du voyage au plus grand nombre. Super, merci beaucoup Stan. Merci pour cette invitation. Salut, à bientôt. Salut, à très vite. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Quasi Talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!